tiempo. Chamden den jambe yongma shaza lo kange lo dimni tendrani taranam tarapsarave chinye tangun chijin zishirin nije tukra levanzen Kunda seve sur mari mentam dunge chizeve Rosoi kunda puche tarse yenlai chuju yongden son Rodara chejo nyamon nyeno leje chakjo jonze chene Mari muse dungara nyugu chenye chenze rajenam Dajin saju tarsen yenden luzo jase tuvuku Chuntra chudan chuni jende Dalu muzen jambe yong landu Tsedene cheche chenra vizreche Dalu timu men parapsarane Kadang tenju jonglo to baye Loje pobe nongwa tsardu so Namda tsuchim serje sa yeden Tenze pamer linke benze Sherab nyeden nongwe chugun sara Tumchon rowe lama shage yuru Vang tenjen dejen yi Gejen yi la charwa kang Lam renjen da we ko Dorje jen shap pe la lu Ta shi je kun cham ze le Leu je ba Lapa tingen zing lapa te Ma shu de kap de re So we'll Donc, on va continuer l'explication du 8e chapitre du Shejadze, du trésor de connaissances, qui expose l'entraînement au samadhi. Donc il y a 3 entraînements et il s'agit du troisième entraînement, l'entraînement au samadhi. Tenzin xi zor chen song bi yore Tingi singi lapa de la. ya Tingi singi lapa la don shi kokore. den xi So in terms of the Donc, en ce qui concerne cet entraînement, l'entraînement au samadhi, il y a 4 points. tingen zing sengen te ge yi ye de ma song na xine dang la tong ge ran ba ji mo zhe dong first the author Dans le premier point, l'auteur introduit l'étudiant au fait que le fondement de tous les samadhis, c'est 2 types de méditation, appelés en sanskrit shamatha et vipassana. ju sing te be kap la xine song chu la tong song chu ran ba te song bi yore the second Le deuxième point explique ces 2 types de méditation dans le contexte du Sutrayana, où, comme cela a été expliqué hier, les efforts sur le chemin vont produire des progrès, si ces efforts sont faits correctement, et ce qui va permettre aux pratiquants de faire des progrès et de s'approcher de l'éveil. Néanmoins, ce chemin, les causes de ce chemin qui permettent aux pratiquants d'atteindre finalement l'éveil, au niveau de la durée, il s'agit d'un long chemin.
yin nekap sing kare himbat. Et ce chemin est caractérisé par la base. Il y a donc ces trois aspects de la base, du chemin et du fruit. Et ici, il s'agit de la base qui est principalement concernée. Donc, la nature de ce chemin, c'est donc la base. C'est-à-dire que ce chemin, c'est-à-dire que ce chemin prend cette orientation, prend cette orientation de la base et de ce qu'elle implique dans le contexte du Sutrayana. De kandishi kogo gendo shi yin pali kunso shi mena. Ye senkente karresana. Nganso ta ye nekap senenda. Kovar nep kapke nesu kare yina yang. Demba yig madube chuchi mebe chane ye song. And so that. Donc cela nous amène aux deux vérités, la vérité relative et la vérité absolue. Les deux vérités étant la base du samsara et du nirvana. Et par conséquent, les pratiquants ici sont principalement guidés vers l'acquisition de la vision des deux vérités. Then there is the third of the 4 points. Ensuite, il y a le troisième point qui est présenté par Jamgon Control et qui concerne les différentes étapes de la méditation dans le mantrayana secret qui est également connu sous le nom de Vajrayana. And that point... Et ce point a été expliqué hier. Dorje senkendi gitsikte tako danda mongbochi lenju gyore tiche yang de kamdala yisemjin ge gyujnetsu shi semchen ki gyujnetsu ya gyujnetsu se de nganso semjin ge semji gyu ngoma de karren do sona tene tan de keba so yesu mindawa yore te yenai de yinship hin botre da denta shi pare mare ta yebat tandal biere ko re tanda sum pare kasan sum chayin sum chayin shu me kasan kare shu chayin sna song ha sangeng ge tanda de shu chara yin chai song ha sangge ta dorje sangge hiege ro. So you have these two names. Donc il y a ces deux noms. Donc ces deux noms, le mantrayana secret et le vajrayana, qui est connu aussi sous le nom de tradition des tantras bouddhistes. Et donc, qu'est-ce qui est impliqué par le nom de mantrayana secret? Khenpo Rinpoche dit qu'il a donné ses explications hier, et aujourd'hui, il va expliquer un petit peu le sens du mot Vajrayana.
코란들 이와 셰규메 뭐는 주르함에 비탄지 고고 Now, the word Et donc, le mot sanskrit Vajra, Dorje en tibétain, indique quelque chose qui n'est pas sujet au changement, c'est-à-dire la nature immuable qui est synonyme avec la véritable nature de l'esprit, et le fait que tous les êtres sensibles, depuis des temps sans commencement, ont ce fondement ou cette base, cette véritable nature de l'esprit qui est une nature immuable. yin nekab yebe ta semji nelukte lamji nekab layan yo kaya chen yo ma chungun lam singe chungun de jo tapchi so what is meant with Donc, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que la véritable nature de l'esprit est immuable? En fait, la véritable nature de l'esprit est ce qu'elle est et ce qu'elle a toujours été et ce qu'elle sera toujours, et cela depuis des temps sans commencement. Et grâce à différentes méthodes qu'on va utiliser dans le chemin, il ne va pas y avoir de changement au niveau de la véritable nature de l'esprit. Donc le chemin, c'est simplement l'utilisation de méthodes qui vont permettre de révéler la véritable nature de l'esprit, qui est immuable. lam jebu gongge kabla yang ngowlen jurwa mebe chane dorje sebe chikti yaut and Et à la fin, quand le but final est atteint, c'est-à-dire quand l'état éveillé de Bouddha est atteint, le pratiquant, à ce moment-là, acquiert une vision de la véritable nature de l'esprit telle qu'elle est. Donc, l'effet du chemin n'est pas différent de la présence de la véritable nature de l'esprit au début du chemin. Donc, tout le processus qui se déploie sur le chemin, c'est juste l'acquisition de la vision de cette véritable nature de l'esprit. Cette véritable nature demeure la même durant les trois étapes, la base, le chemin et le fruit. là so ta te che te yang kapre de la debut tek ba yang song beto now from time to time Et parfois, ce chemin qui est dit être parfois le mantrayana secret, qui est dit parfois être le vajrayana, et comme on l'a vu, le mot vajra est un mot qui signifie l'absence de changement. Et ce chemin est également connu parfois, est également appelé parfois le chemin du fruit, ou le véhicule du fruit, ou le véhicule orienté vers le fruit. Le véhicule du fruit ou le véhicule orienté vers le fruit, ou le chemin orienté vers le fruit. which
point to the following, namely that in the context of the proper procedures of these. Et ce nom indique la chose suivante. Durant le processus de ce chemin, au début du chemin d'un ou plusieurs disciples, le maître introduit l'étudiant à la présence primordiale des trois kayas à l'intérieur. Les trois kayas étant trois dimensions de l'état éveillé de Bouddha. Donc le chemin commence par le fait que le maître introduit l'étudiant à cette présence constante de l'état éveillé de Bouddha à l'intérieur de lui-même, dans ces trois dimensions. Now, in terms. Et en ce qui concerne ce processus ou cette procédure, où donc le maître introduit l'étudiant à la présence constante du Bouddha à l'intérieur de lui-même, si l'étudiant ou les étudiants sont des étudiants ou des disciples qui, à ce moment-là, durant l'introduction, si ce sont des individus qui ont un haut niveau de confiance dans les enseignements ainsi que dans le maître, et qui ont également une capacité à comprendre les instructions clés que le maître leur donne à ce moment-là, cette combinaison va permettre aux disciples de faire des progrès rapides, ce qui peut permettre aux pratiquants d'atteindre le but après une courte période, quelques années par exemple. Par conséquent, ce chemin, le chemin orienté vers le fruit, est un chemin où les causes qui permettent d'atteindre le but, l'état éveillé de Bouddha, peuvent produire cette obtention après une courte durée. Donc cela fait ici une différence entre ce chemin et le chemin précédent qui a été décrit, le Sutrayana, où la durée pour atteindre le fruit est beaucoup plus longue, généralement. Mais comme Khenpo Rinpoche l'a expliqué hier, ça dépend vraiment de l'individu. Ça ne va pas forcément être très long pour tous les individus. So now, et donc maintenant on est arrivé donc au
troisième point sur les 4 dans ce chapitre. On est dans le troisième point de ce chapitre. Et donc, on est dans la tradition des tantras bouddhistes. Et en ce qui concerne les tantras bouddhistes, dans le contexte d'une vue générale des tantras bouddhistes, l'auteur explique que ce qui est principalement exposé, c'est les différentes étapes des deux types de méditation que ce chapitre expose, shamatha et vipassana. Mais ici, dans le contexte des tantras bouddhistes. Donc, ces deux types de méditation sont les deux types de méditation basiques dans les tantras également, pas simplement dans le Sutrayana. Donc c'est ce qui est expliqué ici. Donc, qu'est-ce que la méditation de shamatha dans le contexte des tantras bouddhistes? En fait, il s'agit des étapes de méditation où le pratiquant médite sur un yidam et le monde éveillé du yidam en question. Now, in terms. Et en ce qui concerne ce type de méditation, la méditation de shamatha dans le contexte des tantras bouddhistes, où le disciple se génère lui-même comme le yidam et génère également donc le monde éveillé du yidam. Il s'agit d'un sujet très vaste ou d'une pratique très vaste. Ce n'est pas quelque chose ou ce n'est pas une pratique qui concerne uniquement des visualisations. Apparemment, il y a parfois des mauvaises compréhensions à ce sujet. Et parfois, donc, ce type de pratique est réduit à une simple visualisation, à un simple exercice de visualisation. Et c'est une erreur, en fait, de faire uniquement cela. Il faut savoir que ce chemin qui concerne shamatha dans le contexte des tantras bouddhistes, avec le yidam et le monde du yidam, comprend beaucoup plus qu'un simple exercice de visualisation où la couleur, la forme de ce que l'on trouve dans le mandala c'est beaucoup plus que la simple visualisation de la couleur, de la forme du mandala, etc. Donc, d'abord, le pratiquant doit acquérir une connaissance de cette pratique. Et au début, il a besoin de connaître
de connaître l'objet de ses efforts. C'est-à-dire à quoi il a affaire dans sa pratique et comment sa pratique va lui permettre de changer et lui permettre de faire des progrès vers l'éveil. Tamal pe nongwa. Nongwa Tamal pe Shenpa Deyi la Dembaran Zembe Zentang Deyi la Dembar Simbe Sintang. Oh, Tissumge Mebaj Soek Tandal. Tissum Kuntari. Tena Jangwarava. Yargi Tangwala Kogore Yang Mena. Mimang Mimang Mepa. Yeah. Mepa so. Pena. What does this mean? Donc qu'est-ce que cela signifie en bref? Il s'agit des changements qu'un pratiquant doit faire afin de faire des progrès sur le chemin vers l'éveil et au final atteindre l'état éveillé de Bouddha. Et il y a ici en particulier 3 aspects que le pratiquant, grâce aux méthodes de pratique, élimine. Donc il y a 3 aspects que le pratiquant, grâce aux différentes pratiques, va éliminer. En tant qu'individu ordinaire, il se voit lui-même et il voit le monde d'une manière ordinaire. Et donc il va falloir qu'il se débarrasse de cette vision du monde. Et le deuxième aspect, c'est les attachements que son esprit en tant qu'individu ordinaire abrite en lien avec lui-même et toutes les autres choses. Et troisièmement, il y a le fait que, en ce qui concerne un individu ordinaire, il y a donc ce que la personne... donc le troisième aspect, c'est que l'individu ordinaire se voit lui-même et voit le monde extérieur comme étant réel. Donc ces 3 aspects doivent être graduellement éliminés. Grâce aux différentes étapes de la méditation de Shamatha. Dans la tradition des tantras bouddhistes. Et comme on a vu, la méditation de Shamatha ici consiste
en les différentes étapes de méditation en lien avec le Yidam et le monde du Yidam. Donc maintenant c'est assez clair hein, qu'on ne peut pas réduire cette méditation à un simple exercice de visualisation. Then you have the Ensuite, il y a les antidotes, les méthodes qui remédient aux trois aspects qui ont été listés. Vienna kong patani kar sungtu. shopping mall re Oh, okay. den de no chi yorwa din no de tang tembe no sar ba chingan zor gam chu yong do. So if we look at Donc si l'on considère le premier de ces trois aspects, où l'objectif est d'éliminer notre vision de cet aspect, c'est-à-dire principalement notre propre personne et les autres individus, ainsi que le monde dans lequel on vit. Donc actuellement, on est ici dans la ville de Vienne, la capitale de l'Autriche. Et donc ici, il y a la ville et ses alentours. Et ce qu'on peut trouver dans la ville, des boutiques, des centres commerciaux, des bâtiments, etc. Le contenu de la ville, en fait. Et notre vue de tout cela en tant qu'individu ordinaire, c'est-à-dire qu'il faut se poser la question, comment est-ce que je perçois ou comment est-ce que je m'expérimente dans ce contexte, dans ce cadre. Et au début de ce chemin qui a pour objectif d'apporter un changement dans notre vue du monde. Ici, au début du chemin, le pratiquant, on enseigne aux pratiquants, on demande aux pratiquants de méditer sur un monde éveillé. Et de cette manière, le pratiquant passe d'une vision ordinaire du monde à la vision d'un monde éveillé. Et ensuite, donc, il y a le second aspect, qui est le fait d'éliminer graduellement les attachements que notre esprit abrite, en ce qui concerne nous-mêmes et le monde autour de nous. Et ici, une vue mondaine et la vue qu'on a par rapport à nous-mêmes et par rapport au monde. Et la vue du monde concerne principalement, la vue du monde autour de nous correspond
au premier aspect, et dans le second aspect, on parle de nous, et on parle de soi-même. Et voilà, par exemple, moi, je m'appelle Kiki. Kempo pense être le Kempo. Il y a d'autres personnes. La troisième personne dans cette pièce se réfère à elle-même sous le nom d'Andrea. Donc ici, le second aspect, ça va être le fait de changer notre vue de nous-mêmes en tant qu'individu. Et plutôt que de se voir soi-même comme étant la personne s'appelant Kiki, etc., ici, on va remplacer cela et se voir comme étant un yidam, qui peut être le yidam Tara ou un autre yidam. Donc il y a beaucoup d'étapes de méditation ici. On ne peut pas réduire ces étapes de méditation à un simple exercice où on se pense comme étant Tara ou un autre Yidam. Il s'agit d'effectuer des changements par rapport à notre façon de voir l'individu, jusqu'au point où l'esprit mondain qui voit un individu véritablement existant est éliminé. Et à la place, il y a l'esprit du Yidam éveillé, un esprit de qualité éveillée à la place de la vision de soi-même comme étant un individu réellement existant. Et un pratiquant qui a atteint le niveau de stabilité dans le contexte de ce type de méditation, en ce qui concerne le fonctionnement de son esprit, il n'y a plus aucun sentiment impur ou vue impure en ce qui le concerne. Son esprit a été vidé de ses impuretés. Ces impuretés ont été éliminées de son esprit grâce aux différentes étapes de cette méditation. Par conséquent, ce type de méditation est très vaste, a beaucoup de perspectives. Ce n'est pas un simple exercice de visualisation. Et le pratiquant a besoin de connaître tous ces détails afin d'être capable d'accomplir cela graduellement. Lorsqu'il pratique ces méthodes correctement et de manière informée sur la base de sa connaissance des méthodes. Et afin d'obtenir l'état éveillé de Bouddha,
ce niveau de stabilité par rapport à ce type de méditation qu'on vient de décrire en bref n'est pas suffisant afin d'obtenir l'état éveillé de Bouddha. Donc ça nous amène au second type de méditation dans les tantras bouddhistes, qui est un type de vipassana. Et dans cette méditation, on va parachever la méditation de shamatha en combinant shamatha avec une vision de la véritable nature de l'individu et des choses autres que l'individu. You see, En fait, si un pratiquant s'attache à ce nouveau monde où les apparences sont pures, hein, alors ça va à l'encontre du but recherché dans la pratique. Et c'est pourquoi il y a cet autre type de méditation appelé vipassana, où le pratiquant acquiert également une vision complète de la nature du monde de ces apparences pures, de ce monde où les apparences sont pures, le monde éveillé hein, du Yidam, qui a été développé grâce à la méditation de shamatha. To give some further clarification, Pour donner quelques clarifications supplémentaires par rapport aux étapes de la méditation sur un Yidam et sur la méditation du Yidam et du monde éveillé du Yidam, où le pratiquant dans son esprit génère ce type de monde, du fait d'avoir atteint le niveau appelé stabilité. Il y a d'autres niveaux, hein, mais à ce niveau appelé stabilité, le pratiquant est allé déjà très loin et par conséquent, à ce moment-là, il a obtenu des qualités extraordinaires telles qu'une capacité à la clairvoyance, une capacité pour accomplir des miracles, la capacité à prolonger sa vie, etc. Et il se peut qu'un pratiquant s'attache à ces qualités. Et une fois qu'il y a de l'attachement pour ces qualités, il va y avoir la croyance en la réalité de ces qualités qui ont été obtenues. Et ça va être contre-productif. Cela ne va pas aider à atteindre le but final, l'état éveillé de Bouddha. Et par conséquent, le second type de méditation, vipassana, dans le contexte des tantras bouddhistes,
va permettre d'éliminer ce type de situation. Sur grâce à cette méditation de Vipassana, le pratiquant va développer une vision de la vacuité, de la clairvoyance, etc. We have this. Donc, on est donc dans le troisième point de ce chapitre. Et donc, en fait, il y a beaucoup de détails qui sont donnés par l'auteur hein, par rapport aux différents processus qui ont été décrits. Donc, l'auteur donne beaucoup de détails hein, par rapport aux méditations de Shamatha et de Vipassana dans les tantras bouddhistes, dans ce troisième point. Il y a des explications détaillées dans le trésor de connaissances par rapport à ces méditations, mais bien sûr, dans les tantras bouddhistes, les explications sont beaucoup plus détaillées. Then we have point number 4. Ensuite, il y a le point numéro 4. The fourth of donc ce quatrième point explique principalement les instructions clés qui sont exposées donc ce quatrième point explique des instructions clés particulières. Lasso. Now, so you have donc il y a les instructions clés et leur contexte. Donc en fait dans le sous-continent indien, dans le passé, il y avait beaucoup de Mahasiddhas qui sont des pratiquants qui ont atteint le but final sur la base de la pratique des tantras bouddhistes, et Shamatha et Vipassana dans ce contexte. Comme cela a été décrit précédemment, brièvement. Et en conséquence de cela, ils ont atteint une réalisation claire du chemin et sont devenus des maîtres, et donc ils ont ainsi donc acquis des disciples, et il y a différentes lignées associés à ces maîtres accomplis, ces Mahasiddhas.
Et en ce qui concerne les lignées de transmission et l'histoire du bouddhisme au Tibet, il y a en particulier 8 traditions qui sont arrivées au Tibet. Des lignées qui ont pour origine différents Mahasiddhas qui vivaient en Inde. Yes. Re. These lineages are referred to as Ces 8 lignées sont dites être les 8 grandes lignées de pratique. Et la première de ces 8 lignées, c'est l'école Nyingma. Et dans l'école Nyingma, ces maîtres accomplis, ou ces Mahasiddhas, sont également connus sous le nom de détenteurs sont également appelés détenteurs de connaissances. Et ici, quand on parle de connaissances, ici, il s'agit de connaissances éveillées. Et ces détenteurs de connaissances sont Garab, Dorje et d'autres. Et en ce qui concerne le Tibet, il y a le maître indien Guru Padmasambhava, Vimalamitra, Shantarakshita, Sri Singha. Ce sont les principaux. Il y a eu beaucoup de Mahasiddhas qui se sont rendus au Tibet pour diffuser le bouddhisme au Tibet. the ones just listed. Ceux qui ont été listés, la majorité d'entre eux ont vécu au IXe siècle et ont diffusé le bouddhisme au Tibet donc à cette époque. Et les instructions clés particulières qui sont donc expliquées dans ce quatrième point, dans le contexte de l'école Nyingma, ce sont les instructions clés de ces maîtres. Et les lignées de transmission de ces instructions clés qui ont pour origine ces maîtres sont toujours intactes aujourd'hui. Ensuite, il y a la seconde grande lignée de pratique, l'école Kadam. Et le maître bouddhiste indien qui a diffusé ses enseignements au Tibet, c'est principalement le noble Atisha. Of course, bien sûr, en ce qui concerne une lignée, hein, il faut donc, en ce qui concerne les lignées, il faut donc inclure également ses maîtres. Et ces maîtres, les maîtres d'Atisha, c'est Rahula Gupta, Naropa et d'autres. Et Atisha a fait la requête d'instructions clés à ses maîtres et à d'autres maîtres indiens. Ensuite, il y a la troisième lignée qui s'appelle
le chemin et le fruit. Et c'est une lignée qu'on trouve dans l'école Sakya du bouddhisme tibétain. Birwapa. Yeah. And Et cette tradition et ces instructions clés, elle a pour origine le maître indien Birwapa. now, in terms of the Sakya school, Et en ce qui concerne l'école Sakya et ceux qui ont amené ces instructions clés au Tibet, il y a le traducteur tibétain très connu qui s'appelle Shakya Yeshe et qui venait de la famille Drogmi. Et ce traducteur a voyagé de nombreuses fois en Inde, s'est rendu de nombreuses fois en Inde. relied Et là-bas, il a rencontré de nombreux Mahasiddhas comme Gayadhara ou Dambipa. and so it was Donc c'est Shakya Yeshe qui a donc ramené ces instructions clés au Tibet. Et cette lignée de transmission est toujours intacte aujourd'hui. we have the fourth called Marpa Kaju. Donc ensuite il y a la quatrième lignée de transmission qui est appelée donc Marpa Kagyu. Now Marpa the translator Et Marpa le traducteur a voyagé, s'est rendu en Inde et au Népal plusieurs fois. Et il a rencontré de nombreux maîtres de son époque qui vivaient sur le sous-continent indien, tels que le grand Pandita Naropa, le grand Mahasiddha Maitrepa et d'autres. Même si ces deux maîtres étaient ses gourous principaux. Néanmoins, il s'est aussi relié à d'autres maîtres. Il y a une liste de 5 Mahasiddhas indiens. Et il est dit que ces 5 Mahasiddhas avaient atteint l'état de Mahasiddha. Et il y a également une liste de 13 autres maîtres. Et ces 13 autres maîtres avaient atteint de hauts niveaux de réalisation qui leur permettaient de changer la perception d'autrui. by way of their Par leur simple présence, les personnes qui se trouvaient en leur présence sur la base de leur influence spirituelle
expérimenter différents changements dans leur esprit par rapport à la façon dont elles voyaient les choses, leur monde et leur réalité. Ensuite, il y a la cinquième tradition, qui est donc la tradition Shangpa Kagyu. Et Shangpa est le nom d'une région. Et son fondateur, c'est le maître tibétain Kyongpo Naljor, qui est né dans cette région qui s'appelle Shangpa. Et jusqu'à l'âge de 53 ans, il était un pratiquant de la religion Pön. Et il était extrêmement érudit dans cette religion. Ensuite, il s'est intéressé au sanskrit. Et donc il a appris le sanskrit et il s'est rendu en Inde. Et sur le sous-continent indien, il a rencontré beaucoup de maîtres, et ses deux principaux gourous sont deux Dakini. Et leurs noms sont Niguma et Sukasiddhi. Et ces deux Dakini avaient atteint donc l'état de Vajradhara. Et Kyongpo Naljor s'est rendu en Inde 7 fois et s'est relié à énormément de maîtres, en tout 150 maîtres. Et durant sa vie au Tibet et apparemment, ça a été donc le maître qui a eu le plus de disciples dans toute l'histoire du Tibet. En fait, il est dit que le nombre de ses disciples a atteint le chiffre de 180 000. Et ces 180 000 pratiquants et en ce qui concerne en fait, quand un lama annonce le nombre de disciples qu'il peut avoir, en fait, on ne peut pas comparer cela à l'époque. En fait, quand on parle du nombre de disciples qu'un lama possédait au Tibet, on ne peut pas comparer ça à la façon dont aujourd'hui les lamas parlent du nombre de leurs disciples. Parce que aujourd'hui, les lamas peuvent faire référence au nombre de personnes qui les suivent sur Facebook ou qui cliquent sur YouTube durant leurs enseignements. C'était bien différent à l'époque. Ces 180 000 disciples étaient des disciples personnels de Kyongpo Naljor et avaient atteint
des niveaux de réalisation. Donc ça n'avait rien à voir avec toutes les personnes qui peuvent suivre un lama sur Facebook ou sur YouTube. C'était vraiment un contexte complètement différent. Then we have number 6 in this list of 8, which is the Ensuite, il y a la sixième lignée de transmission, c'est donc la tradition Shije. Et cette tradition a pour origine le maître indien Padampa Sangye. who? Et Padampa Sangye a compilé les instructions clés de 54 Mahasiddhas indiens. Et ces instructions clés ont été ensuite connues sous le nom de tradition de Shije. Ensuite, il y a la septième qui s'appelle les 6 applications, Jorjuk en tibétain. Qui a pour origine la partie du tantra de Kalachakra qui présente les 6 applications dans le contexte de la méditation de Vipassana, Dzogchen. Les étapes ou les pratiques qui permettent aux pratiquants d'atteindre une vision de la véritable nature de l'esprit. Jagagi Trupchen Tang. Trupchen tenso Monggo chik Yes. ne. Yeah. Zam sangye ta singite. Te tang. So Sangyetra. Loza sangye ta. Tene? Loza wa dorje ta. Ra loza wa dorje ta. Ta ti tente loza wa mangbo chik tuji ko lo jur mingan de zo nam chayong wa che. Now, in terms of Et en ce qui concerne cette tradition, qui a été amenée donc de l'Inde au Tibet, qui a été ramenée de l'Inde au Tibet, il y a le traducteur Sangye-cha, ainsi que le traducteur Dorje-cha et d'autres, qui ont travaillé sur la traduction du tantra de Kalachakra du sanskrit au tibétain. Et ce qui a permis donc la diffusion de ces instructions clés au Tibet. Et la huitième, c'est son nom tibétain, c'est Dorje Sungyi Nyenjup, et ça veut dire à peu près les 3 Vajras dans le contexte de leur récitation et de leur pratique qui leur est associée. Lama Trupchen Ujin Pashungen Te Peche Kong Durab Chusum Benan Peva Jin Sayu. Kong Dene Jagarche, Dene Ujin Genel Pesong. Ujimpa. Uya, Ujinpa. There is the well. Il y a le maître, le Mahasiddha
tibétain très connu qui s'appelait U Genpa et qui a vécu au XIVe siècle et qui, à un moment, s'est rendu à partir du Tibet dans le pays d'Udhyana. Et c'est le gourou principal, ou c'était le gourou principal du 3e Karmapa, Rangchung Dorje. Et lorsqu'il était dans la terre d'Udhyana, le maître U Genpa a rencontré Dorje Pamo en personne. Et ces instructions clés ont été données à U Genpa par Dorje Pamo elle-même. Donc, il y a ces 8 grandes lignées de pratique et leurs instructions clés qui ont été compilées par Jamgon Kongtrul. Et ensuite, il a exposé ces instructions clés dans son ouvrage Le Trésor de connaissances. Donc, ce sont donc les différentes parties du 8e chapitre de ce traité. Et en ce qui concerne la partie que l'on va expliquer durant le cours et que l'on va donc commencer à expliquer la semaine prochaine, donc ce qu'on va commencer à expliquer la semaine prochaine, c'est la première partie de ce 8e chapitre. Donc il y a 2 annonces. Donc cet après-midi, en fait, il ne va pas y avoir de session de questions-réponses, simplement parce que en fait, il n'y a qu'une question qui nous est arrivée. Donc cette question va être incluse dans les questions de la semaine prochaine. Et la seconde annonce, c'est la suivante. Dakpo Kagyu-ling demande aux personnes qui ont des questions de les envoyer avant avant le mercredi en fin de journée, enfin en milieu d'après-midi. Il s'agit donc d'envoyer les questions avant chaque mercredi, avant 4 ou 5 heures. Voilà, merci.